Pierre Rabhi, devant le boulevard ouvert par Denis, il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. C'est-à-dire que ça a augmenté mon trac parce qu'évidemment, ce que j'ai entendu par là, c'est que j'aurais des réponses à tout, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est évidemment pas le cas compte tenu de la complexité dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés et qui effectivement rien moins que, je le dis sans évidemment vouloir casser le moral des gens, c'est-à-dire que le comportement général de l'ensemble de l'humanité, eh bien l'humanité est en train de contribuer à sa propre extinction. Alors nous allons y venir effectivement, non pas en ayant peut-être toutes les réponses, mais en cheminant ensemble, d'abord tous les deux pendant à peu près une quarantaine de minutes, puis nous prendrons des questions, je dis bien des questions et non pas des commentaires de la salle. Vous aimez vous présenter comme philosophe et paysan, et je crois même que vous revendiquez ces deux appellations. Comment l'une enrichit l'autre? Non, celle de paysan, je la revendique. Celle de philosophe, c'est ce qu'on m'a collé. J'ai jamais prétendu être philosophe au sens où on entend ce terme-là. Si être philosophe, c'est simplement observer la réalité vivante et penser la réalité, la penser, c'est-à-dire ne pas rester dans une théorie générale. Parce que vous savez bien que la philosophie, il y a beaucoup de philosophes, mais les philosophes ne s'entendent pas. Il n'y a pas. Et moi, j'ai donc essayé de, à des moments difficiles de mon existence où je me posais question de par ma double culture, par le fait que, étant né dans une double culture, ça pose encore plus de problèmes que quand on est dans une monoculture. Donc, quand vous êtes né musulman et que, suite à la mort de ma mère, j'ai été confié par mon père à une famille européenne vivant dans le pays pour l'exploitation du charbon, pour être instruit, à ce moment-là, vous passez sans transition, vous franchissez des siècles parce que vous passez de la tradition à la modernité, et vous mettez en pleine modernité tout de suite, voilà, sans la comprendre. Et en plus, avec les contradictions, l'islam, il ne faut surtout pas manger de porc ni boire de vin. Le christianisme, on mange du porc. Ma mère, qui était bourguignonne, elle sifflait sa bouteille de vin sans aucun problème. Alors je devais en fait me garder d'un côté, quand d'un côté on dit ah bah oui, mais c'est quelqu'un d'une civilisation attardée, hein, c'est pas la modernité, donc il est en retard de civilisation. Et de l'autre côté, ma grand-mère qui me dit méfie-toi de ces gens-là parce que ce sont des mécréants et surtout voilà. Et en plus, je suis Gémeaux, donc vous voyez les difficultés par laquelle je suis passé dès le début. Manier la contradiction, c'est un entraînement qui date de longtemps. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, et je voulais commencer par là, quel état du monde vous fait dire, effectivement, que nous courons à notre perte? Pour vous, le risque est effectivement de cette amplitude-là. Quel signe? Alors, pour être le plus... disons, pour affiner en quelque sorte et essayer de me faire comprendre, parce que c'est pas toujours facile. Souvent, je donne des images. J'ai l'image d'extraterrestres. Ces extraterrestres sont très évolués. Ils observent le comportement humain. Nous sommes sur une planète oasis extraordinaire au milieu d'un immense désert astral et sidéral. Nous n'avons que cela, que cette oasis-là. Et sur cette petite oasis, nous n'arrêtons pas de nous entregorger. Nous n'arrêtons pas de tout détruire. Nous n'arrêtons pas d'exploiter, parce que c'est terrible mot d'exploitation. Nous touchons aux racines même de la vie elle-même, quitte à nous impliquer nous-mêmes dans cette racine, dans cet attentat. Souvent en agriculture, pourquoi je suis dans l'agriculture biologique? Parce que l'agriculture biologique, évidemment, tente d'être dans la logique de la vie et ne va pas mettre des substances chimiques dans la terre. Ces substances chimiques qui donnent une nourriture qui transmet la mort, il faut le dire, tel qu'il est, à tel point qu'un ami me disait, avec la nourriture moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce que nous... Bon courage. Bon courage. Nous mettons dans notre propre... Et nous en sommes... C'est là où il y a une inconscience incroyable et que le temps de prendre conscience de notre inconscience est venu parce que c'est urgent. Et c'est là où nous sommes
comme sous hypnose. Nous avançons comme sous hypnose, donnant de l'importance à ce qui n'a pas d'importance, fabriquant des armes beaucoup plus que s'occuper des enfants qui meurent de faim, nous détruisant entre nous, donc le paradigme, si vous voulez, et aboutissant même aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler presque une apocalypse. Et une apocalypse, disons, nucléaire est totalement possible. Ce n'est pas celle des Écritures. Peut-être que les Écritures l'ont devancée. Donc, faisons le bilan, prenant conscience de tout cela, et ensuite, nous sommes dans une phase de transition où le modèle qui a prédominé est un échec total. Alors, profitons de cette transition pour repenser le futur, et le repenser sur des bases qui soient réalistes, pas sur des bases qui détruisent et qui déconcertent. Le discours écologiste, pour ne prendre que celui-là, nous dit souvent que nous allons effectivement massacrer la planète. Vous allez plus loin, vous, c'est carrément l'humanité qui vous semble en état de suicide? Je n'ai pas beaucoup, bien qu'un peu endolori parce que nous infligeons à la planète, c'est pas la planète qui m'inquiète, parce qu'elle renaîtra. Quand on reprend un petit peu, quand on la met dans une dimension temporelle à la planète, et qu'on prend par exemple le ratio de 24 heures, nous sommes là depuis 1 minute et demie à 2 minutes, donc nous sommes très contingents dans l'évolution de la planète. Elle n'a pas eu besoin de nous pour évoluer et pour mettre les choses en place qui sont de l'ordre de exaltation de la vie. Nous venons de commettre un ouvrage avec mon ami Jean-Marie Pelt qui vient juste de partir, et c'est Le monde a-t-il un sens? Il a fait une rétrospective sur comment finalement la vie s'est établie sur Terre. Et ce qui y apparaît, c'est associativité, coopération, associativité. Jamais il y a eu. Souvent, les êtres humains comparent, quand il y a une situation disons qui n'est pas très élégante, on va dire la jungle, hein, la loi de la jungle. Mais non, la loi de la jungle, c'est l'humain qui la pratique beaucoup plus, parce qu'en fait, dans la loi de la jungle, c'est la vie qui se donne à la vie. Un lion mange une antilope, mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. C'est-à-dire que le prélèvement n'est pas un prélèvement au-delà de la nécessité. Et si nous étions restés dans les prélèvements équilibrés avec la nécessité, nous ne serions pas là avec des gens avides d'accumuler au détriment des autres. Appelons ça le poison, il est là, c'est cette espèce d'insatiabilité, cette envie du toujours plus? Bien sûr, parce que, si vous voulez, moi, si je poursuis simplement ma partie, c'est-à-dire qu'il m'a donné la patate chose et il m'a dit, mais qu'en est-il de l'être humain, de l'avènement, disons, de l'espèce humaine? L'avènement de l'espèce humaine, nous sommes nés avec cette espèce de peur profonde, parce que nous savons que nous ne sommes que provisoires. Je ne pense pas que ce soit un scoop, hein. On est tous donc inscrits pour partir, je ne sais pas où, enfin peu importe, chacun a son imaginaire. Mais notre réalité, c'est que nous ne sommes un moment dans cette réalité. Et j'ai affiché dans ma chambre le discours du chef indien Seattle, à qui les Américains voulaient acheter le territoire, et qui dit: comment voulez-vous que nous vous vendions la terre, puisque la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Et voilà la sagesse, voilà l'intelligence, c'est que nous sommes que provisoires. Et la mort, vous pouvez amener tous vos milliards, ça négocie pas. Bon, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc éveillons-nous à cette réalité qui va nous amener petit à petit à nous rendre compte que nous avons une mission sacrée à l'égard de la vie, à laquelle nous devons la vie, et que nous ne sommes pas dans cette réalité pour la détériorer, la dégrader et nous rendre la vie impossible. Donc aujourd'hui, il y a une opportunité à saisir, puisqu'il y a une transition entre un système qui est prometteur de toutes les félicités, la modernité, etc. Vous allez voir, etc., etc. Et bien, ce modèle, il est en échec. Et aujourd'hui, par quoi allons-nous la remplacer? Est-ce qu'on va stopper ce qui découle aujourd'hui très, très objectivement et simplement de ce modèle, le chômage, les gens qui n'ont plus de boulot, etc., etc. Tout ça, ce sont des réalités. Et je pense que tout ça rentre dans l'angoisse générale. Alors aujourd'hui, ce qui a un énorme développement, c'est tout ce qui est, disons, diversion. Divertissement et diversion.
divertissement et diversion deviennent industriels, on a nos stars, nos machins, nos trucs, et du coup, la réalité qui nécessite vraiment que nous soyons responsables de la vie, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour les générations qui viennent, c'est minorisé. Un autre défaut... Denis faisait référence tout à l'heure à l'essentiel par rapport à l'anecdotique. Absolument. Et puis, qu'est-ce que fait l'humanité en termes de bilan général de l'activité de l'humanité aujourd'hui? C'est que nous donnons beaucoup plus d'importance à construire des armes, à les perfectionner et à les rendre plus meurtrières que jamais, ce qui est une folie totale, ce qui est totalement inintelligent. Et pendant ce temps-là, le désert avance. Pendant ce temps-là, les variétés indispensables à la vie disparaissent. Pendant ce temps-là, des êtres humains meurent de faim. J'ai consulté des instances internationales, notamment mon ami Ziegler, sur la faim dans le monde. Toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim, etc. Donc c'est là que nous sommes attendus. Nous ne sommes pas attendus à décoller et à avoir tellement de diversions que nous ne prenons pas notre responsabilité par rapport à la vie d'aujourd'hui et par rapport à la vie de demain. Alors, au pluriel, quelle révolution cela appelle-t-il? Compte tenu de l'état d'urgence, sur quoi faut-il effectivement revoir complètement nos manières de penser? Quels sont les champs sur lesquels... Il faut passer de l'hominisation, comme disait Teilhard de Chardin, à l'humanisation. L'humanisation, c'est un éveil de conscience qui va nous faire prendre conscience de notre inconscience pour vraiment examiner qu'est-ce qui se passe dans nos comportements qui fassent que nous sommes dans une espèce de désastre. Ça, vous appelez alors, c'est une sorte de révolution intérieure? Révolution intérieure obligatoire. Parce que c'est l'être humain qui détermine les choses. Ce ne sont quand même pas les girafes ou les éléphants qui ont fait le monde tel qu'il est. Donc c'est bien l'être humain. Et c'est cet être humain qui a fait le monde tel qu'il est. S'il ne s'interroge pas fondamentalement sur le pourquoi il en est arrivé là, on continuera à pédaler, être dans l'ornière sans jamais en sortir. Je dirais, nous, quand je parle comme ça, je ne parle pas dans le vide parce que véritablement, nous avons essayé d'incarner les choses. On vous a donné la liste, vous la tirez. J'y reviendrai effectivement. Donc nous ne sommes pas des causeurs, nous sommes des gens qui faisons des choses. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment réformer l'éducation des enfants. Alors je donne un exemple, effectivement, et c'est là sans doute que le côté paysan et philosophe trouve son illustration. Derrière vos réflexions, il y a des créations. Absolument. Terre et humanisme, ça date de 1994, c'est formation et diffusion à l'agroécologie. Vous avez créé le mouvement Colibri, je crois qu'il y a à peu près maintenant 200 écoles qui se revendiquent. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, pourquoi la création Colibri. C'est important. Un tout petit commentaire sur Colibri. Allez-y, bien compris. Un jour, je lisais dans une petite revue latino une légende qui disait qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, complètement découragés. Alors le colibri, c'est un tout petit oiseau, vous savez, très volubile comme ça. Et lui, il va chercher quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu. Le tatou le regarde, tellement c'est dérisoire. Et le tatou lui dit, tu ne penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Et le colibri lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, si chacun de nous faisait sa part, qu'elle soit comme ci, comme ça, peu importe. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le mouvement Colibri. La preuve, il y a 200 gouttes d'eau maintenant. Qui, grâce à Dieu, prend de plus en plus, même à l'étranger. Terre et humanisme au Maroc, aussi un centre de formation à l'agroécologie près de Marrakech. Les Amis du monastère de Solan, un monastère orthodoxe qui pratique la polyculture bio. Les Amanins, qui est une ferme de polyculture, d'élevage, un centre d'accueil, d'hébergement, une école, le hameau des Buis en Ardèche. Donc effectivement, toute votre démarche n'est pas qu'une réflexion, elle s'ancre sur de l'action de terrain. Alors je me permets, ce qui n'a pas figuré là, c'est que tout cela s'est construit aussi sur un engagement que j'ai eu en 81, quand je suis allé dans les pays africains pour la propagation de l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie? Parce qu'il faut libérer les paysans des intrants chimiques qui détruisent les sols, qui leur coûtent cher et qui, quand on parle de la faim dans le monde, j'atteste que l'agriculture moderne qui est rentrée en concurrence avec l'agriculture paysanne des gens pauvres et qui a
envahi les marchés et qui les a complètement neutralisés est une des causes de la faim dans le monde. Ces paysans arrivaient avec leurs moyens modestes à répondre à leurs besoins alimentaires et de survie. Et on a tout, non seulement on les a concurrencés, donc on a annihilé leur possibilité de survivre par eux-mêmes, mais on les a évidemment détruits parce qu'on leur a proposé une agriculture d'exportation faite du coton, faite des arachides, du cacao selon les pays. Ces paysans se sont mobilisés à cela avec des engrais chimiques qui leur ont coûté très cher, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés à un certain moment au niveau général de leur survie alimentaire à ne plus pouvoir répondre, parce que le terme des échanges, à partir du moment où ils font des produits qui figurent sur la liste des produits internationaux sur le marché, eh bien, ils sont retrouvés complètement ratatinés par un système qui les a empêchés de répondre directement à leur alimentation. Vous allez d'ailleurs jusqu'à dire que ces démarches sont de l'ordre du crime contre l'humanité. Absolument. Et je persiste et signe qu'il y a, on leur a dit, bon, les gens ont faim, etc., la famine et tout. Mais non, la famine ne devrait pas exister parce que, en fait, s'il y avait une gestion généreuse des choses avec le partage, évidemment, quand vous avez un système global, mondial, qui fait qu'il y a 1/5 de la population de la planète qui détient les 4/5 des ressources, et en même temps que le bien commun soit considéré comme un bien que une catégorie sociale s'accapare, et s'accapare en ne demandant rien à personne, eh bien, vous avez une confiscation, donc, et on contribue comme ça à paupériser les populations. Mais alors, Pierre, je m'interroge. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous ce soir. Pour information, Pierre a dans son carnet de balles, si je peux m'exprimer ainsi, 600 invitations. Et une 601e est arrivée tout à l'heure, il y a 10 minutes, donc on vous demande énormément de venir témoigner et présenter vos réalisations. Je lisais récemment, pour être écuménique, le Dalai Lama, qui nous dit « Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. » Le pape récemment appelle à une révolution de la tendresse. Face à la culture du déchet, à l'idéologie du dieu argent, je crois que la grande maladie du jour est la sclérose du cœur. Abdenour Bidar nous dit qu'il faut à tout prix créer le lien de connaissance de soi avec notre propre intériorité. Comment se fait-il que par rapport au diagnostic que vous livrez, qu'on entend, on ait toujours cette résistance à se faire du bien? Parce qu'on est bête, c'est tout. On est imbécile. Et donc on est suicidaire, l'être humain, sa grande difficulté à gérer la vie, c'est qu'il sait que la mort l'attend. Donc on a peur. Et ayant peur, évidemment, c'est très difficile pour un être humain, et il faut être plein de compassion par rapport à cet être humain qui sait qu'il n'est que provisoire. Donc à partir du moment où vous avez la peur, vous avez l'insécurité. Quand il y a l'insécurité, vous cherchez la sécurité. Il n'y a rien de plus absurde. On a de quoi détruire je ne sais pas combien de planètes comme la nôtre. On pourrait détruire la planète je ne sais pas combien de fois. Il suffirait d'avoir de quoi la détruire une fois, et puis le reste, on l'économise. Pourquoi continuer à faire des trucs pareils? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'illogique dans la pensée collective. Il y a quelque chose d'illogique. Déjà, quand on commence à prendre l'enfant et à l'éduquer dans la compétitivité et non dans la coopération, déjà, c'est mal parti. On sait très bien aujourd'hui quelle est la condition de la femme au plan international. La femme est partout subordonnée. Subordonnée à un masculin violent, etc. Ça ne veut pas dire que les femmes sont des saintes, mais il est anormal que le masculin domine le féminin. Il faudrait l'équilibre, c'est ça, hein, le féminin et le masculin doivent s'appuyer l'un sur l'autre parce qu'ils constituent la totalité. Je ne pense pas qu'il y ait des gens clonés ici, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je ne suis pas cloné. Je suis bien né de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Même quelquefois avec un peu de jalousie, parce que nous avons eu nous-mêmes avec Michel 5 enfants, et par moments, j'ai dit quand même, tu as la chance de porter les gosses, moi, je suis à côté, donc c'est pas... Voilà, quelquefois, il y a une petite jalousie comme ça. Donc, il y a tous ces équilibres à retrouver. Et l'équilibre fondamental, c'est-à-dire quand on retrouve ce type d'équilibre féminin-masculin,
eh bien déjà, on restaure ce qui devrait être une réalité de notre histoire, et non pas ce déséquilibre sur lequel nous continuons à avancer. Donc en fait, il y a une révolution intérieure qui se double d'une révolution sur les modes d'éducation, sur les rapports de couple ou de famille. Homme-femme. C'est masculin, féminin. Je dirais plus que le couple, le féminin comme une énergie réelle, le masculin comme une énergie réelle. Ce qui vous rend d'ailleurs assez dubitatif par rapport aux familles à parents homosexuels. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'il est très délicat. Non, mais moi, dans un de vos essais, vous l'écriviez, effectivement, ça vous interroge. Les gens sont la seule chose à laquelle je suis très sensible, c'est quand on adopte un enfant, oui, et que cet enfant peut se retrouver un jour dans une difficulté par rapport à j'ai deux mères ou j'ai deux pères, etc. Donc, c'est tout. Comment assumer ça ? Autrement, les gens adultes font ce qu'ils veulent de leur vie, à la condition qu'ils ne nuisent à personne. S'il n'y a pas de préjudice à qui que ce soit, chacun gère sa vie. Moi, je n'ai pas à être le censeur ou quoi que ce soit de ces choses-là. C'est simplement moi-même, ayant perdu ma mère très jeune, je sais ce qu'on peut ressentir par rapport à cette absence. Voilà, et il faut être prudent donc là-dessus. Après le reste, moi je ne rentre pas dans ce débat. Et alors une autre révolution, c'est celle que vous décrivez sous le terme de sobriété oui, heureuse. C'est une révolution d'ordre du modèle économique. Effectivement, Denis tout à l'heure parlait de... Nous avons des envies, nous avons des plaisirs. Quelquefois, consommer peut aussi, avouons-le, le rendre heureux, avoir. Et par rapport à ça, justement... Vous dites non. Nous sommes dans une société de très grosse consommation, mais aussi de consommation d'anxiolytiques, en grande quantité. Ça veut dire que nous n'avons pas trouvé la joie. Nous consommons, mais consommer, ça ne donne pas la joie. Et je vais dans des villages, que ce soit des villages tout simples, ils n'ont presque pas rien à consommer et ils chantent tous les jours. Donc, essayons de voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, cette sobriété, de quoi est-elle constituée ? C'est un renoncement ou au contraire, c'est une ouverture ? Parce que le discours écologiste a souvent été marqué de peu d'entrain, un peu même culpabilisant. Ce domaine, si l'échec un peu politique de l'écologie est lié à un côté effectivement très tristounet, quoi. Alors vous venez de parler de politique, peut-être que les gens dans la salle savent qu'en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Rien que ça. Ça m'est avec insistance. Je dis, mais moi, il y a longtemps que je ne crois pas à cette... Voilà, en 2002. Je ne crois pas à cette claudication gauche-droite. Aujourd'hui, elle est dépassée, à mon avis. Chacun vit ce qu'il a à vivre, conçoit ce qu'il a à concevoir, adopte ce qu'il a adopté. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne crois absolument pas à cette claudication gauche-droite. Aujourd'hui, l'humanité est invitée à mutualiser ses savoirs, ses connaissances pour que nous en sortions ensemble et non pas en entretenant constamment le clivage entre les deux. Ça m'a amené on m'a demandé de me présenter aux élections en 2002. Donc j'ai dit, moi, me présenter, mais enfin, j'ai aucune ambition dans ce sens-là. Alors la pression était tellement que j'ai fini par céder après quelques cauchemars, quelques insomnies. Et puis on est allé au Caïdo, allons-y. Voilà. Alors il fallait aller chercher les signatures. Il en fallait 500 et on s'est dit, si on a 3 signatures de 3 maires en état d'ébriété, ça sera déjà si c'est du vin bio. Eh bien, nous sommes arrivés presque à 200 signatures. Nous avons été les premiers surpris. Sur quels critères ? Ce qu'on a déjà abordé, le féminin au cœur du changement, une autre éducation des enfants, sortir de la compétitivité, évidemment les utopies, parce que sans utopie, la société ne peut pas évoluer. Elle évolue à coup d'utopie, c'est pas à coup de... Si on est trop raisonnable, ça marche pas. Il faut être raisonnable, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des choses hors de la norme et qui font avancer par leur utopie. Bien sûr, la nature, il faut sauvegarder la nature, parce que c'est absolument... c'est nous-mêmes la nature. Il y a un journaliste qui est venu, je l'ai peut-être dit, une journaliste internationale vient m'interroger parce qu'elle fait une enquête sur l'eau. J'ai dit, madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. Elle a sursauté en disant, mais on n'y pense jamais. Oui, mais nous sommes de l'eau, etc. Bon. Donc toutes ces questions-là, c'était visé à quoi ?
est-ce que nous pouvons enfin mettre au cœur de nos préoccupations et de l'organisation sociale l'humain et la nature. Et l'humain par rapport à la responsabilité qu'il a à l'égard de la création et de la vie, et la nature, bien sûr, étant le berceau et disons, le terreau à partir duquel notre propre vie a pu jaillir. Voilà. Et si nous mettons ça comme une exigence absolue, ensuite, tout ce que nous organisons doit se référer, est-ce que nous sommes en conformité avec cela, ou est-ce que nous ne sommes plus en conformité avec cela. Et c'est ça qui nous servirait de guide. C'est pour ça que l'écologie, je suis très reconnaissant à ceux qui font avancer l'écologie à travers le rituel politique ou les critères politiques. Mais l'écologie, ça doit être avant tout une conscience. C'est d'abord une conscience. Vous, comme moi, comme tout le monde, nous dépendons de cela. Et si nous avons cette conscience-là, eh bien, c'est la conscience première. Et ensuite, on ne vient pas rafistoler avec des COP 21 ou des COP auxquelles je ne crois absolument pas. Donc, aujourd'hui, soit l'être humain comprend qu'il a tout intérêt à prendre en compte les critères sur lesquels repose sa propre existence et sa propre incarnation, ou il considère cela comme des questions subsidiaires et il mourra, il disparaîtra. Vous venez de parler de déraison. Quelle part dans cette démarche de révolution, donc d'inverser, quelle part prend la violence ou la non-violence devant un tel état, devant certaines choses que vous entendez, on parlait des élections de Trump, la COP 21 qui a du plomb peut-être dans l'aile, on ne sait pas encore. Est-ce que vous pensez que la non-violence peut encore faire avenir ces révolutions? Il n'y a pas des moments où même vous, Pierre Rabhi, avez un sentiment de violence qui peut naître en vous? Plutôt, je dirais réprobation. Réprobation, jamais violence. C'est pas que je n'ai pas envie de porter atteinte à qui que ce soit par la violence. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes violents, pas seulement entre les humains, mais nous sommes violents avec la vie. Je pense qu'on a dû le comprendre. La vie elle-même. Donc, ce que j'entends par la non-violence, moi, je n'ai pas adhéré à cela parce qu'il y avait une systématisation, en quelque sorte. Au lieu que ça soit une conscience, une espèce de pulsion positive de dire je ne veux pas atteindre à la vie d'autrui parce que je n'ai pas le droit de t'atteindre à cette vie d'autrui, eh bien, on est obligé d'avoir recours à des systématisations, il y a des organisations qui sont finalement artificielles et fragiles par rapport à cette conscience profonde que nous pouvons avoir en nous et qui n'a pas besoin de garde-fou. À partir du moment où on est soi-même dans cette posture-là, parce qu'on l'a comprise, et c'est ça la force, parce que la violence, c'est la faiblesse. La violence est issue de la faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Ah ben absolument. Pourquoi est-ce que je serais violent si je suis fort? J'ai pas besoin d'avoir recours à la violence. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que ceux qui bombent le torse avec leurs armements, eh bien moi ça révèle finalement le degré de peur qu'ils recèlent. Sinon, pourquoi feraient-ils ces armes-là? S'ils n'avaient pas peur, ils ne feraient pas ces armes-là. Donc il y a une contradiction. Alors, soi-disant, les pays puissants, mais puissants en quoi? En quoi sont-ils puissants? À détruire. Ben, s'ils sont puissants à détruire, c'est qu'ils ont peur. Et que s'ils ont peur, ils sont faibles. Ouais. Contre le mariage, par exemple, de Monsanto et de Bayer, ou plutôt le rachat de Monsanto par Bayer, certains pourraient être enclins à faire des démonstrations, effectivement, de violence dans le refus, et ainsi de suite. Vous, votre démarche a plutôt été de créer des fermes, de créer des écoles, des centres de formation. Vous pensez effectivement que compte tenu de l'état que vous avez décrit, ça va être suffisant pour enrayer ces grandes manœuvres? Vous savez, il y a des gens qui protestent contre les multinationales, etc. Ils leur donnent les sous tous les jours. Leurs sous. Moi-même, chaque fois que je fais le plein de ma bagnole, je donne mes sous, je regrette, mais je suis en contradiction, puisque ces multinationales, je les trouve criminelles. Pourquoi? Parce qu'elles totalisent un pouvoir qui subordonne l'humanité, qui rend les gens dépendants et qui leur donne une puissance très importante. Mais à la fois, pour autant,
même si pendant 13 ans nous n'avons pas eu d'électricité, maintenant nous l'avons. Donc je ne m'abstrais pas, je ne veux surtout pas paraître comme celui qui regarde avec condescendance ses semblables en disant voilà, vous êtes en donnant des leçons, quoi que ce soit. Nous sommes tous dans une espèce d'obligation d'être impliqués dans la logique telle qu'elle est. Voilà, je ne vois pas comment, ou alors il faudrait que je me déplace en charrette, et pour venir ici, il aurait fallu quand même que je m'y prenne un peu plus tôt que ce matin, etc. Donc on est dans cette nébuleuse de contradictions. Ça ne veut pas dire que les choses qui sont contenues dans cette nébuleuse sont toutes répréhensibles. Il y a des besoins. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on est dans quoi que ce soit, cette avidité du gain, du fric, etc., est constamment accompagne. Et c'est ce qui donne en quelque sorte le nerf. Pourquoi les gens sont très entreprenants? C'est parce que l'argent est toujours là, etc. Donc c'est en fait revenir à quelque chose, et à quelque chose qui amène l'équilibre. Et si je vous dis ça, c'est pas des mots. C'est ce que nous avons fait quand nous avons fait notre retour à la Terre. D'ailleurs, le Crédit Agricole auquel on a voulu emprunter était complètement déconcerté, parce que quand je suis allé décrire la ferme, après avoir fait des études qu'on m'avait obligé à faire 3 ans d'ouvrier agricole pour apprendre le métier, ce qui était tout à fait normal, et je viens pour dire, voilà, j'ai trouvé la ferme, nous avons trouvé la ferme de notre cœur, de notre... Et puis, il me demande la description. J'ai bien été obligé de dire qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait pas de téléphone, qu'il y avait peu d'eau, que la terre était rocailleuse, que le chemin était difficile, etc. Alors, je vois toujours comme si c'était hier l'agent, le préposé du Crédit Agricole de l'agence des ventes sursauter en disant « Monsieur Rabi, on ne peut pas vous prêter ». Et il sort un listing. Pour acheter ça. Oui, il sort un listing, mais pourquoi diable vous mettez-vous dans une telle situation? Eh bien, voilà, il y a une ferme, Vallée de l'Érieux, 40 hectares, irrigation, il me fait toute la... Là, nous sommes prêts à vous prêter, mais pas vous prêter le peu d'argent que vous nous demandez et vous aider à vous suicider. Voilà. Alors, c'était difficile de dire au monsieur que le critère du choix, ça a été la beauté du lieu. Et la beauté du lieu a primé sur tout le reste. En disant, voilà, je deviens un milliardaire instantanément parce que j'ai un paysage où je peux voir 17 clochers, je dors dans le silence, je dors dans l'air pur, je ne peux pas vérifier, mais enfin, il semblerait quand même qu'en aparté, vous m'avez dit que vous connaissiez ces coins-là, vous pouvez attester que c'est magnifique. C'est une merveille. Je recommande à tout le monde la visite des Gras, près des Vents, c'est de la Blachère. Pas trop non plus. Mais à titre individuel, pas en quart. Hein. Ce que je veux expliquer par là, c'est que nous renonçons aux valeurs fondamentales qui nourrissent notre âme. Notre âme n'est pas assez nourrie. Par contre, notre corps est suralimenté. Alors, il faut quand même faire le choix. Est-ce que nous voulons renoncer? On a une vie courte, c'est la raison pour laquelle, étant à Paris, travaillant à Paris, j'ai dit que je ne voulais plus. Et on me dit, mais monsieur Rabi, mais vous avez eu tout un avenir, vous pouvez... J'ai travaillé aussi à la banque, hein. Mes chiffres étaient toujours faux, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Vous avez prêté ou vous avez donné? Comment? Vous prêtez ou donnez? Eh bien, il fallait quand même me surveiller, parce qu'il y avait des choses comme ça. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'il y a être et avoir. L'être est, à mon avis, sacrifié par l'avoir. Et c'est pour ça que l'être humain est presque comme un ingrédient qui rentre dans une machine infernale de l'accumulation, mais même si c'est cette accumulation qui est évidemment concentrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une répartition du résultat de l'effort de tous. Alors il y a une catégorie qui est laborieuse, voilà, et puis vous avez des strates. Et je me suis informé, on m'a dit qu'il y avait sur la planète à peu près 1500 milliardaires en dollars. Vous vous rendez compte, c'est pire que n'importe quelle féodalité. C'est la féodalité planétaire, c'est plus une féodalité locale du petit seigneur du coin. C'est vraiment une féodalité planétaire dans laquelle le schéma est le suivant.
tout le monde doit besogner, mais les résultats ne sont pas équitablement partagés. Peu importe, voilà. Donc on arrive à quoi? On arrive à quelque chose où les vies sont comme des bougies en plein soleil. Et donc c'est le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire que la vie, au lieu d'être nourrie, l'intériorité, au lieu d'être nourrie, on a l'impression qu'on besogne pour je ne sais quoi, tout en étant évidemment dans un système qui psychologiquement n'arrête pas de vous dire vous manquez, vous manquez, vous manquez. Et vous n'êtes jamais dans la satisfaction. Chez moi, il y avait quand même un terme, peut-être les gens le connaissent, on disait Alhamdulillah. Donc on se rencontrait, on disait comment allez-vous? Alhamdulillah. Ça veut dire j'ai ce qu'il faut, je suis heureux. Voilà. Et bien maintenant, pour que les gens déclarent qu'ils sont heureux, soit ils le déclarent, mais c'est souvent factice, soit ils le sont réellement, mais d'une façon générale, je ne vois pas la joie éclater dans ce monde-là. J'ai bien conscience que cette démarche est une aventure personnelle. Autrement dit, il n'y a pas de recette. Pour autant, chacun de nous, à votre avis, peut initier quelle démarche à sa mesure pour aller vers ce que vous décrivez? Colibri, c'est pour cela qu'on a créé Colibri. Colibri, oui. Comment? Faites votre part, faites quelque chose, mais restez à se lamenter sans... pour autant, évidemment, il faut vérifier que les choses sont enracinées dans une vérité. Parce que je peux parfaitement aller protester, manifester contre ceci et cela, et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui m'entourent. Certains révolutionnaires étaient effectivement odieux, voilà. privés. Donc, on n'est pas cohérent. Donc, la cohérence et la noblesse de la protestation doit se faire dans cette cohérence. C'est-à-dire que si je suis dans une protestation par rapport à un modèle, ce modèle doit m'amener à être dans la compassion avec ceux qui m'entourent. Parce que c'est à partir de ce point névralgique que je peux construire le reste. Mais si je suis simplement dans les projections mentales sur ce que le monde devrait être, mais que dans ma réalité quotidienne, je n'implique pas cela, ça veut dire que je suis en contradiction. Alors aujourd'hui, je n'ai pas amené mon auréole parce que ça fout le... Voilà, tout le monde se retrouve un petit peu diminué par mon auréole de Saint-Rabi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes défauts, mes faiblesses, mes difficultés, mais enfin cette tentation quand même de contribuer à ce que le monde soit un peu plus fraternel, un peu plus généreux, un peu plus ouvert, un peu plus... Voilà. Et en même temps, il y a des choses bizarres dans les propositions qui rentrent dans le mental aujourd'hui des gens. Je prends le TGV à Paris, gare de Lyon, pour Montélimar, parce que c'est notre gare. Je rentre dans le TGV, le wagon archi plein, personne ne se parlait. Les gens étaient à agiter la tête ou à taper sur des trucs. Et puis voilà. Alors, le résultat des instruments de communication, c'est quand même rigolo, quoi. Je veux dire, il y a des contradictions énormes. Il n'y a pas longtemps, on se parlait, on se disait des choses. Et en plus, je me suis trouvé dans 3 sièges, et moi, au milieu de 2 mastodontes qui faisaient le double de Pierre Rabhi, chacun. Et je me disais que j'allais fonder un mouvement pour payer le transport au poids et non pas à la personne, parce que je suis perdant dans le système. Vous savez que les compagnies aériennes américaines y ont songé. Oui. Elles y sont arrêtées pour ça serait quand même plus équitable. Risque de discrimination. Bien, si vous voulez bien, on pourrait prendre quelques instants pour poursuivre le dialogue avec vous. Alors, je vous demande, compte tenu de... Je crois que nous sommes à peu près 600 ce soir. Si on va avoir plusieurs questions, donc plusieurs réponses, eh bien, une question, et non pas un commentaire et une dissertation sur ce que vous avez entendu, mais une question courte à Pierre Rabhi et une réponse courte de Pierre Rabhi. Essayez. Je vous en prie. Et puis, nous allons vous demander de vous lever, parce que d'ici, nous voyons très mal. Bien, vous êtes là-bas, ici, je vois également là. 3 mains déjà. Y a-t-il un micro? Sinon, est-ce que vous oseriez parler avec votre tripe? Allez, je vous laisse la parole, et ensuite, ici et là. C'est à vous.
pollution soit nuisible, soit stupide. Je vais reformuler pour la première partie, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Oui, moi-même. Vous faites de la politique, effectivement, au sens noble du terme depuis quelques années. Comment avez-vous fait pour échapper au risque de sectarisme, notamment de dogmatisme? Parce que, profondément, je sais que toute fragmentation est nuisible. Déjà, la fragmentation que nous pouvons avoir en nous-mêmes, la fragmentation en tant que principe qui en fait, détériore une logique qui est une logique comment dire, unitaire. Toute fragmentation conduit à la dégradation. Et donc, moi, je n'ai pas en moi quoi que ce soit qui fragmente quoi que ce soit. Donc, je dirais, un groupuscule, une communauté, des adeptes, c'est absolument pas ce que vous revendiquez. Ah non, j'ai jamais... Ça serait une horreur, j'ai pas d'adeptes. Par contre, les gens... Je suis très honoré et parfois très ému et très stimulé par une sorte de reconnaissance, mais qui reste dans la tonalité fraternelle, dans la tonalité, disons, comment dire, chaleureuse. Voilà, c'est ça surtout. Mais je n'ai jamais cherché à être un gourou, je ne sais pas quoi. Dieu m'en garde. Et effectivement, peut-être que la tentation était grande. Là-haut, oui. Allez, pouvez-vous porter votre voix jusqu'à nous? Alors, bonjour, je m'appelle César, et ma question, c'est la suivante. Êtes-vous inquiet de l'accroissement de la population mondiale, et pensez-vous que la limitation des naissances soit une solution? Merci. Êtes-vous inquiet de la croissance de la population mondiale, et pensez-vous que la limitation des naissances soit une solution? Non, je pense avant tout qu'il faut prendre en compte le fait que la population mondiale, c'est parce que certains se serrent la ceinture, voire meurent de faim, que d'autres peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent. Donc il y a ce qui manque à cette planète, c'est l'équité. C'est-à-dire que l'humanité prenne en compte le fait que le premier problème à résoudre, ce sont les problèmes de survie. Et Dieu sait que je peux parler de la question de la faim dans le monde, c'est-à-dire des enfants qui s'éteignent parce qu'ils n'ont même pas obtenu le minimum de ce qui est nécessaire pour la survie. Donc très souvent, quand je parle de la faim dans le monde, les gens me rétorquent, c'est parce que nous sommes nombreux. Et nous sommes trop nombreux qu'il y a la faim dans le monde. Ça n'est pas vrai. C'est pas parce que nous sommes nombreux. C'est parce qu'il y a des égoïstes, des gens qui accaparent énormément, et il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de partage. Alors je ne suis pas pour autant, vous savez, il y a ce que j'entends par l'humanisme. L'humanisme, c'est le cœur qui parle, c'est la raison qui parle, et c'est en quelque sorte une éthique profonde. Et c'est faute d'humanisme qu'il y a l'humanitaire. L'humanitaire va et je suis reconnaissant à ceux qui le pratiquent, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du vide non plus. Mais l'humanitaire ne devrait pas exister. Parce que l'humanitaire, c'est vouloir, sauf dans les choses particulières. Mais plus l'humanitaire augmente, plus il est l'indicateur de l'égoïsme qui n'arrête pas de prospérer sur cette planète. Parce que sinon, l'humanitaire devrait être éradiqué par l'humanisme, vous comprenez? Et l'humanisme fait appel à une posture morale et une posture de cœur, et non pas simplement au secourisme social. Merci. Oui, pardonnez-moi, j'avais aussi une autre personne qui s'était manifestée. Bon, allons-y, madame. S'il vous plaît. Oui. En bas, ici. Au fond. Voilà. D'accord. Alors, Mettez le micro très près de vous. pardon. Non, c'est tout au fond. Moi, c'est tout au fond, là-bas. L'eau. Alors, pardonnez-moi, j'ai une personne ici et une autre là. On laisse parler madame d'abord? Bien sûr. Merci. L'eau, merci. L'eau au Pakistan. J'ai vu une émission qui s'est passée le mardi 16 août sur Arte à 23h. Et cette eau qui se passait au Pakistan, c'était Nestlé Suisse qui allait prendre l'eau pour la vendre en bouteille. Mais elle prenait l'eau et tous les puits des petits villages n'avaient plus d'eau parce qu'ils pouvaient aller très profond. Oui. Et quand tous les gens, avec leurs enfants qui faisaient très chaud, voulaient de l'eau, eh ben, Nestlé ne leur laissait pas aller prendre de l'eau aux grandes maisons
où ils récupéraient l'eau. Alors faites quelque chose avec Colibri pour qu'au Pakistan, Nestlé, on le mette à la porte comme Monsanto. Bien. Et qu'à la place, on redonne des puits Madame à ces gens. Merci. Merci. Madame fait référence effectivement à un reportage assez sidérant. Et outre le Pakistan, il y avait dans ce même reportage une séquence tournée aux États-Unis, même aux États-Unis, qui était extraordinaire. Effectivement, des combats contre des sociétés qui s'approprient une ressource naturelle. Ben, c'est des voleurs, c'est des hold-up sur le bien commun. Mais merci, madame. Oui. Merci. Pardonnez-moi, je vous en prie, on a bien entendu. Merci. Merci, madame. Effectivement, je vous parlais tout à l'heure à la violence, répondre par la violence. Vous m'avez dit que c'était inopérant. Mais par rapport à des anecdotes comme celle que me rappelle madame, et qui est un véritable drame, est-ce que de temps en temps, simplement la conscience, la révolution intérieure suffit par rapport à des groupes d'une telle puissance? Non, ce qui suffit, c'est que j'apprends aux gens à cultiver la terre, à se nourrir par eux-mêmes, à n'avoir plus besoin d'engrais chimiques qui sont ceux que produisent les multinationales, et à s'autonomiser totalement. Et d'ailleurs, parce qu'on les a beaucoup déséquilibrés. Les communautés qui sont en famine, ce sont des communautés du tiers-monde en particulier, qui ont été mobilisées à produire justement pour toutes ces gens-là. Alors vous prenez le paysan, je suis obligé d'être un petit peu explicite, vous m'avez demandé d'être court, mais je ne vois pas trop comment faire plus court. Alors vous avez des communautés paysannes dans le Sahel, où j'ai travaillé beaucoup. Ces communautés paysannes avaient la tradition de cultiver leur terre pour se nourrir. On arrive, on leur dit, mais maintenant il faudrait que tu cultives pour l'exportation. Ils se sont mis à cultiver du coton, des arachides, etc. Mais il faut que tu utilises des engrais. Donc, je n'ai pas de sous. Comment je fais? J'ai pas de sous. C'est pas grave. Tu viens à la coopérative te donne les engrais, tu vas cultiver, et quand tu as cultivé, tu amènes la récolte à la coopérative, on te donnera l'argent qui te revient, déduction faite des engrais qu'on t'a avancés. Et la machine infernale est partie. Et alors, elle ne s'arrête pas là, la machine infernale. C'est-à-dire que la machine infernale va là, les paysans sont ruinés, c'est-à-dire qu'ils sont endettés à vie, et chaque année, il faut qu'ils couvrent le trou qu'ils ont creusé, il faut qu'ils le comblent, et il reste toujours des trous à combler. Donc les voilà ligotés. Et le temps qu'ils auraient passé à cultiver leur jardin et à cultiver leur terre pour se nourrir, ils le passent à cultiver pour les multinationales. Alors les multinationales les prennent, ils sont tellement appauvris qu'ils ne peuvent plus rembourser. Donc à ce moment-là, il y a migration vers les villes. Mon fils reste pas là, on n'en sort pas. Donc les villes grossissent. Les villes grossissant, eh bien à ce moment-là, vous avez un chômage délirant des villes, mais aussi les villes ont des besoins. Combustible. Eh bien on s'attaque à la forêt. Et vous voyez la forêt déménager tous les jours, donc on s'attaque à la forêt. Ceux qui ont des troupeaux vont se dire, plutôt qu'en avoir 100, je vais en avoir 200. Donc le troupeau devient dévastateur du milieu naturel. Cette dévastation du milieu naturel, disons, dénude les sols, et puis quand ils doivent défricher, c'est le feu. Le dénudement des sols fait qu'il y a une coloration. Si vous voyez ça par satellite ou par avion, vous avez une coloration de plus en plus claire, puisque c'est déboisé. Ce déboisant fait que la lumière est réfléchie, la chaleur est réfléchie dans l'atmosphère se réchauffe, les pluies se raréfient. Vous voyez ? Et on repart pour un tour. Et quand dans une conjonction météorologique particulière, vous avez la pluie qui revient, en général, elle est violente. Elle tombe violemment, c'est des orages extrêmement violents. Ces orages violents, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils emportent la terre. Et la terre s'en va. Voilà. Et le tour est joué. Et donc, à ce moment-là, vous avez la roche qui apparaît, la difficulté de survie. Et comme les sols sont colmatés, même les nappes phréatiques ne s'alimentent plus. Donc, même les puits
vous les voyez descendre, descendre, descendre de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, etc., etc. Et le tour est joué. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est au départ, quand vous prenez la racine des choses, c'est une action qui a été proposée aux paysans, qui non seulement les détruit le milieu, etc. Et après, on dit, ah, la faim dans le monde. Mais oui, mais la faim dans le monde, on y contribue grandement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah, mais vous décrivez un cataclysme, effectivement. Je vous demanderai tout à l'heure si vous pensez vraiment que notre époque est formidable. Ça va être intéressant d'entendre nous répondre. Monsieur que j'avais frustré, c'est à vous. C'est moi. Bonsoir, monsieur Rabhi. Bonsoir. Quel est le jour le plus beau de votre vie? Je vous dirais que quand à l'église, j'ai eu une compagne. Voilà, c'est un jour magnifique. Et puis il y a des tas d'autres jours magnifiques. Mais ça fait du bien une question comme ça, merci. L'alliance féminin-masculin est une belle chose. Et voilà. Et puis après, bon, ce qu'il en découle, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est toujours le paradis. Dans le couple, c'est pas toujours le paradis. Mais bon, il demeure quelque chose qui est important dans cette alliance féminin-masculin. D'ailleurs, j'ai noté que la sobriété que vous appelez de vos voeux, vous l'appelez heureuse, hein, également. Ben oui, parce que si c'est la sobriété triste, et si vous avez la sobriété plus triste, plus etc. Non, on y trouve. Nous-mêmes, nous avons outrepassé d'ailleurs le seuil auquel j'aurais bien aimé me maintenir, mais c'est certain qu'il y a une joie extraordinaire qui vient du fait de cette légèreté que nous avons par rapport à l'avoir, et l'avoir accablant. Vous voyez. Le détachement. C'est pas ça, c'est pas non plus le détachement, c'est la mesure juste. Vous voyez, souvent, il y a une petite anecdote que je raconte assez souvent parce qu'elle est très significative de ce que je veux exprimer, peut-être avec le mal de le faire, mais j'essaye en tout cas d'être aussi clair que je peux. Nous sommes sur notre ferme. Nous avons commencé en 61, ce qui est bien avant l'avènement de 68, la protestation 68 arts. On n'est pas des 68 arts, on est des devanciers de 68. Quand 68 est arrivé, c'était cette protestation contre la société de consommation. Nous, en fait, ça faisait longtemps qu'on était engagés dans autre chose. Alors nous avons réussi, je ne reviens pas sur le fait de l'acquisition de la ferme, etc. Et puis, on est un peu seul. D'abord, on déconcerte les gens quand on quitte la ville pour la campagne, on déconcerte nos familles, etc. On arrive à la campagne, on déconcerte les gens en disant comment se fait-il, vous aviez un boulot et tout, vous avez lâché tout ça et vous venez comme ça dans une aventure dans laquelle vous allez crever de faim. Même le Crédit Agricole qui devait nous prêter dit on ne peut pas vous aider à vous suicider. C'est ce que j'ai. Voilà. Donc on est là et puis le lieu est beau et il faut se chauffer et j'étais tout seul pour couper le bois, c'était difficile. Je suis au café de Joyeuse, à côté de chez nous, vous connaissez peut-être. Petit village de Joyeuse. Des gens qui discutent à côté et entre eux, il y en a un qui dit « Je dois couper mon bois et je suis tout seul, c'est très compliqué, je ne sais pas comment faire, etc. » C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais voir le monsieur, je dis « Moi aussi, je suis en difficulté, est-ce qu'on ne pourrait pas s'allier? Vous venez couper mon bois, je vais couper le vôtre. » Le contrat est signé immédiatement. Et puis, je vais travailler chez lui, puis il vient travailler. Et un soir, après tout un labeur de toute la journée, couper le bois, et non pas avec des tronçonneuses, parce qu'il n'y en avait pas, dans une espèce de joie, tranquille, la journée s'achève, et puis on est en train de ranger les outils. Et puis, il y a un magnifique coucher de soleil, et sur ce coucher de soleil se découpe, puisque c'était l'hiver, se découpe comme une dentelle, un arbre splendide qui s'est découpé comme une dentelle sur ce coucher de soleil et sur ses couleurs. Et c'était magnifique. Et j'étais là en extase, véritablement, dit mais quelle récompense extraordinaire. Ah, qu'est-ce que c'est beau tout ça, moi dans mon intériorité. Qu'est-ce que c'est beau. Et je dis à mon ami
Je le prends par la main, je n'ose même pas rompre le silence, je le prends par la main et je lui dis « Regarde ». Il dit « Il y a au moins 10 stères ». Bravo. Donc, merci, monsieur, par votre question, de nous avoir amené ça. Voilà. On va prendre encore une ou deux questions, compte tenu de l'heure. Voilà. Allez, le micro est ici. On terminera avec madame au premier rang. C'est à vous, monsieur. Merci beaucoup et merci de nous faire rêver un peu. Toutefois, je vais juste reposer un peu le niveau du rêve, étant paysan breton à l'origine. Et ayant vécu, en fait, ce que vous avez indiqué, ces villages, ces fermes vivant en autarcie ou quasiment en autarcie, sans eau, sans électricité. Et j'ai été adolescent et je vivais encore comme ça. Mais tout autour de moi, et je fais partie de cette génération-là, nous n'avions qu'une seule envie. C'était de quitter ce monde. Pas très facile à vivre, parce que le labeur, même s'il était souvent collectif pour les gros travaux, nous amenait effectivement à rêver d'autre chose. J'ai rêvé d'un monde. Et ce monde, j'ai aidé à le mettre en place dans de nombreuses multinationales. J'en ai connu 14. Et je trouve que ce monde que nous avons accompli a besoin aujourd'hui de mesures. Mais tout n'est pas à jeter dans ce monde. Il y a des mesures aujourd'hui, par exemple, pour les paysans que nous sommes, il est déjà 18h. Qui devraient permettre, par exemple, de revenir à quelque chose de beaucoup plus proche de cette mesure dont je parle. Notamment dans l'agriculture biologique, d'imposer, je le dis bien par la loi, la nécessité de pouvoir, pour nos enfants au moins, de bénéficier en circuit court de toutes les productions locales. C'est une avancée normale, possible, et qui permettrait aujourd'hui effectivement d'orienter tout doucement, comme le colibri, le monde vers une autre direction. Merci. Merci, ça ouvre un chapitre qui demanderait évidemment plus de développement, mais enfin je vais essayer d'être assez synthétique. Ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus l'humanité n'est pas en mesure de se nourrir par elle-même, et c'est tout un système qui s'est installé pour la nourrir. Et ça, c'est une anomalie. Autour des villes, il devrait y avoir des jardins. Il devrait y avoir... D'ailleurs, je dis aux gens, jardiner, c'est aujourd'hui un acte politique, c'est un acte de résistance. Il ne faut pas le prendre simplement pour jardiner. On reconquiert, si vous voulez, cette autonomie qui est indispensable aujourd'hui, parce que la dépendance de l'humanité vis-à-vis de systèmes qui la nourrit est une abomination. D'ailleurs, c'est là où on profite pour mettre des OGM et tout le reste. Donc aujourd'hui, il y a cet acte politique. Je sais pas, j'ai envie simplement de dire une anecdote. Une anecdote rapide. Oui. Parce que nous avons un autre débat dans un quart d'heure, ici. Un camion de tomates quitte la Hollande pour livrer en Espagne. Un autre camion de tomates quitte l'Espagne pour livrer la Hollande. Et ils se sont percutés dans la vallée du Rhône. Ah oui. Et vous aviez les tomates hollando-espagnoles, qui d'ailleurs ne se comprenaient même pas. Voilà l'absurde, où la nourriture voyage d'un pôle à l'autre, alors il y a de la terre, honorant la terre qui est là, cultivons, faisons, il n'y a pas besoin de transporter, vous voyez. Et ça, c'est un désastre de voir une humanité tellement divertie, tellement dans les trucs, qu'elle oublie complètement qu'elle a à construire sa liberté. Et qu'elle veut, et qu'elle doit. Enfin, moi, j'essaye de faire ce que je peux, mais enfin, quand je dis doit, c'est fraternel, c'est pas une injonction. C'est de dire, aujourd'hui, ça ne suffit plus que de critiquer les multinationales, qu'il faut rentrer en action. Et c'est pour ça que les colibris, faites ce que vous pouvez, là où vous pouvez, et faites-le vraiment, parce que c'est comme ça qu'on construira un monde différent. Et nous avons l'intention, je l'annonce déjà, en place d'une campagne électorale, de faire un forum civique de façon à honorer et mettre en évidence tout ce qui se fait par l'humanité, qui est en train de se libérer justement par son innovation. Voilà. Donc ça nous fera un prochain rendez-vous. Madame, vous avez été patiente. Dernière question très courte, s'il vous plaît, parce que vraiment, il va falloir que nous rendions la place.
Oui, bonjour Monsieur Rabi, merci de votre présence. Pendant toute cette journée, il me semble que le message qui a été donné, c'est aussi de croire à l'utopie, que l'utopie fait avancer le monde, révolutionne le monde. Et actuellement au Danemark, on est en train de penser, c'est quand même assez étonnant en Europe, c'est le seul pays, à prévoir ce qu'on appelle un revenu de base pour que le minimum, le logement, la nourriture puissent être assurés à ceux qui n'ont pas forcément un morceau de terre, qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir un métier entre les mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas se responsabiliser vis-à-vis de nos prochains? Moi, je suis assez, j'avoue, assez dubitatif par rapport à cela. C'est-à-dire qu'en fait, on pallie aux défaillances de l'humanisme qui ne devrait pas avoir besoin d'autre chose que de l'équité. Et s'il y a équité, on n'a pas besoin d'instaurer des systèmes qui compenseraient ce que l'équité n'a pas pu réaliser. Je suis beaucoup plus pour qu'un être humain gagne sa vie par ce qui lui donne véritablement une raison de vivre et profondément il répond à ses besoins par lui-même, qu'il soit respecté en tant que tel et que l'organisation puisse lui permettre d'avoir sa place pour contribuer à sa propre survie et non pas d'un côté être dans l'indigence et avoir un système qui vient combler l'indigence. L'indigence ne devrait pas exister parce que les ressources sont suffisantes et qu'il n'y a pas besoin je suis assez méfiant par rapport à des dispositifs qui en plus ne sont pas garantis de durée. Un revenu de base, mais il faut créer les richesses. Et si un jour on ne peut plus créer les richesses, ça devient quoi? Regardez, même en termes de géopolitique, vous voyez bien la Grèce dans quel état elle est, l'Espagne, il y a des tas de pays qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Est-ce que ces pays qui vont, toute cette dégringolade et cette indigence va permettre d'assurer un revenu de base à tout le monde? Je ne suis pas sûr. Donc il faut plutôt une dynamique collective, mais repenser sur un autre paradigme, et c'est pour ça que je propose la sobriété heureuse, qui remet le curseur plus bas et qui permet finalement la répartition. J'ai pas envie d'être le mendiant de la société, j'ai envie d'avoir ma dignité, de répondre à mes besoins par moi-même et non pas être le mendiant de la société. Merci beaucoup Pierre Rabhi.